Les écoliers français sont-ils en train de devenir les cancres du monde entier? Malgré un budget colossal injecté dans notre système éducatif, le compte n'y est pas. Baisse alarmante du niveau scolaire, manque de suivi, professeurs dépassés. Comment la France a-t-elle pu laisser filer son excellence académique? Dans cette émission, nous allons plonger en profondeur dans les méandres de cette chute vertigineuse qui menace l'avenir même de nos jeunes. Nous allons décrypter point par point les facteurs clés qui contribuent à ce constat. Et si vous pensiez que le sort de l'éducation en France est scellé, détrompez-vous. Nous vous dévoilerons en fin d'émission des solutions qui ont prouvé leur efficacité. Bonjour à tous. Rien ne va plus. Les parents sont en panique, car les enfants, si mignons soient-ils, quand ils étaient petits, seraient en train de devenir à l'école des crétins incapables d'écrire 2 phrases sans faute, ou de faire la moindre soustraction. Entre le camp des spécialistes très inquiets pour la génération d'idiots qui s'annonce, et certains sociologues qui tentent de convaincre qu'au contraire, tout va plutôt bien. Alors qui écouter? Eh bien le mieux est sans doute, comme d'habitude, de regarder en premier les chiffres les plus fiables et les plus indépendants pour poser un diagnostic. Et seulement après, nous tenterons de l'expliquer. PISA, ça vous parle? On l'appelle le Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Les élèves sont évalués pour déceler les failles des systèmes éducatifs de la Terre entière. Et les résultats aboutissent au fameux classement PISA. C'est en sorte une évaluation qui a été créée en 1997 par l'Organisation de coopération et de développement économique, autrement dit l'OCDE. En quoi ça consiste exactement? Tous les 3 ans en France, le ministère de l'Éducation nationale teste les compétences d'environ 30 élèves de 15 ans par établissement. Pourquoi le classement PISA classe le score des élèves? Bon, ça a l'air inutile dit comme ça, mais c'est en fait tout le contraire. Grâce à ce test surprise, un gouvernement voit si le système éducatif de son pays est tout simplement efficace ou pas du tout. Les objectifs clés: mesurer les performances des élèves, trouver les facteurs qui influencent les notes, étudier la préparation à la vie adulte et déterminer les pays qui ont des moyennes élevées. Qu'est-ce qui est mesuré? La compréhension de l'écrit, les mathématiques, la pensée créative et enfin la culture scientifique. Bon, maintenant que nous savons de quoi il s'agit, voyons le classement international de la France et comment il évolue depuis les années 90. Rappelez-vous que la France est la 7e puissance mondiale. On pourrait donc espérer être dans les 7 premiers du classement. Regardez, 11 en 2000, 26 en 2018, la France gagne 15 points. Bon, eh bien voilà, encore des catastrophistes qui ont voulu nous faire peur. Voyez bien, le classement de la France s'améliore. Notre score monte tous les 3 ans. Ouh, attendez, petite erreur. Je suis quelque peu trompé. C'était notre position dans un classement sur 36 pays développés. Par exemple, en mathématiques, nous sommes passés de la 11e place à la 26e place sur 36. Et de 13 à 25 pour le reste. C'est loin d'être optimal. C'est un euphémisme. Juste pour voir comme ça, les pays qui font mieux, voire beaucoup mieux que nous sont. Accrochez-vous. La Chine, Singapour, Vietnam, Estonie, Canada, Finlande, Irlande, Pologne, Corée, Pays-Bas, Suisse, Canada, Danemark, Belgique. Bon, j'arrête. Ça en fait trop. Bon, si ça, ce n'est pas du diagnostic, mais maintenant qu'on a mal, essayons de comprendre pourquoi la France chute autant. Dans tout le reste de l'émission, vous ne m'en voudrez pas si je ne redonne pas la parole aux personnes assez minoritaires qui disent que tout va bien et que les élèves parlent mieux anglais aujourd'hui qu'avant. Peut-être à cause des séries en VOSTFR, dont c'est probablement le seul avantage. Attendez, cependant, pour avoir la réponse à cette ébouriffante question. Sur quelle dimension mesurée par PISA, les élèves français sont-ils les numéros 1 du classement, alors là par contre international? Pour l'heure, je vous propose 3 parties pour comprendre le problème, puis une conclusion sur la façon d'agir. Tout d'abord, pourquoi l'éducation nationale fait-elle si mal avec tant de budget? Les parents aident-ils à rendre leurs enfants idiots? Pourquoi n'avons-nous pas encore débranché tous les écrans? Et enfin, est-il trop tard pour sauver le cerveau de nos enfants? Eh bien, selon le rapport L'Europe de l'éducation en chiffres en France, environ 21% des élèves âgés de 15 ans
n'ont pas un niveau suffisant de compétences en compréhension de l'écrit, culture mathématique et culture scientifique. Alors que l'éducation reste le premier poste de dépense de l'État, 40% des élèves en fin de primaire ne possèdent pas les connaissances tout simplement fondamentales en lecture et en maths, qui leur permettraient de suivre une scolarité au collège dans de bonnes conditions. C'est ce qu'indique la Cour des comptes. L'enseignement public français a été conçu plutôt sous une forme, on va dire, centralisée et uniforme. Uniforme, mais pas constant, puisque régulièrement, un nouveau ministre impose un changement de cap, qui remet tout à plat, et dont personne n'ose dire quand c'est un échec complet. Pour matérialiser l'égalité de traitement, les programmes scolaires sont identiques et soumis aux mêmes règles, quels que soient les établissements, peu importe le profil des élèves qui les fréquentent, ou la région dans laquelle ils sont implantés. Les enseignants débutent dans les zones et les établissements les plus difficiles, là où justement, ça devrait être les plus expérimentés qui seraient nécessaires. Problème marquant pointé dans de nombreux rapports, le manque de suivi des élèves. L'école a du mal à identifier clairement les élèves en difficulté scolaire, et ceux aussi en grande difficulté. Souvent, des élèves avec des niveaux différents sont alors mis ensemble, et cela empêche les bons élèves, eux, de progresser, et les moins bons, d'être correctement pris en charge. Interviewé par l'un de nos journalistes, Oscar Fressinger, ancien enseignant et écrivain, nous donne son avis sur la question. Quand vous avez des disparités énormes, ou des gens qui savent pas deux mots de français, des gens qui maîtrisent parfaitement bien le français, des gens qui sont très handicapés, des autistes ou des choses comme ça, des personnes qui souffrent d'autisme, et que vous mélangez tout ça, le prof, comment veut-il arriver à un enseignement qui soit plus ou moins cohérent? Il est perdu. Il doit faire du domptage d'un côté, il doit calmer le jeu de l'autre côté. J'ai vu des situations de classe comme ça, j'ai pu visiter ça quand j'étais encore ministre, et je vous jure, c'est à faire une dépression. Donc vous n'arrivez tout simplement plus à faire ce pourquoi l'école est prédestinée, c'est-à-dire transmettre un certain savoir, transmettre des compétences et un savoir. Pour relever le niveau global des élèves, c'est logique. Il faut d'abord savoir identifier les élèves en difficulté et leur apporter l'aide nécessaire pour rattraper ce retard. Or, un élève en difficulté nécessite plus de temps, plus de suivi. Un suivi individualisé, du soutien scolaire, des devoirs et des apprentissages adaptés. Et là encore, la France n'est pas très efficace. L'Inspection générale de l'éducation nationale, ou la Cour des comptes, estime que les procédures et les moyens ne sont pas suffisants et pas adaptés. Ainsi, dans le rapport PISA, on note que les élèves français sont parmi ceux qui déclarent que les professeurs les aident le moins individuellement. Incroyable! Et d'ailleurs leur font le moins de retours individuels sur leur travail, leur progrès. Alors si on se pose une question, pourquoi? Pourquoi ce constat? Il serait trop rapide de comprendre que les enseignants n'ont pas d'intérêt pour les élèves. Non, ça c'est un raccourci qu'on ne peut pas établir. Ils n'ont simplement quasiment aucune autonomie pour adapter leur enseignement et leur suivi aux difficultés des élèves. La faute à une administration trop lourde et descendante. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Écoutez bien ce qu'elle dit. Le ministère de l'Éducation nationale ne sait pas mesurer les besoins scolaires des élèves de façon fiable et représentative pour en tirer les conséquences sur les moyens à mettre en œuvre au sein de chaque établissement. Les postes d'enseignants sont répartis sur le territoire selon des critères qui ne caractérisent que partiellement et indirectement les difficultés des élèves. Si tout ceci n'est pas assez clair, voici ce que rajoute la Cour des comptes. Les règles de gestion créent des effets pervers au détriment des jeunes enseignants et des postes les plus sensibles pour les élèves, précisant que, dans le second degré, 45% des jeunes enseignants affectés sur leur premier poste le sont dans les deux académies les moins attractives, provoquant, par la suite, des départs massifs. Le système fonctionne donc au détriment des établissements qui accueillent les élèves les plus fragiles et des enseignants les moins expérimentés. Les professeurs ont beau tenter des miracles, sans possibilité d'évolution dans leur carrière, sans autonomie et droit d'adaptation, avec une rémunération 15 à 20% inférieure à la moyenne européenne. 1. On ne fait pas de miracle. 2. Souvent, les meilleurs s'en vont.
Finalement, dans cette première partie, nous retiendrons que nous avons un système administratif trop rigide, pas assez de place pour l'initiative des enseignants et pas de récompense pour motiver les bons enseignants. Passons maintenant au chapitre des familles et donnons la réponse à la question du début d'émission. Où les élèves français battent-ils tous les autres pays? Allez, réfléchissez un peu. Vous voyez pas? C'est pas brillant. L'indiscipline. La France est la reine incontestée des salles de classe bruyantes. L'enquête Thalys réalisée en 2015 et 2018 par l'OCDE, une enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage, a révélé que les élèves français sont les plus mauvais élèves du classement sur plus de 70 pays, ex aequo avec la Tunisie. Or, un bon climat de discipline a un impact positif sur les possibilités d'apprendre, même si c'est loin d'être le seul facteur qui influence l'apprentissage. Un mauvais climat a un effet inverse. Les élèves apprennent moins bien et ils sont plus souvent malheureux. En 2015, la France est le pays où ce climat est le plus dégradé. Non seulement au sein de l'OCDE, mais dans l'ensemble des 72 pays PISA, à la seule exception de la Tunisie, je l'évoquais tout à l'heure. Bien sûr, je ne recommande pas de revenir à l'ancien temps, où la discipline s'obtenait bien sûr par la force. Selon Oscar Freisinger, il y a une autre manière de faire. On l'écoute. Et il y a la pédagogie que moi j'ai toujours préconisée. Je lui dis, écoute, les deux là maintenant, on va monter là, sur cette montagne, toi et moi. Je connais le chemin, je peux t'aider un peu dans les passages difficiles, mais on va monter parce que là-haut, la vue, elle est tellement plus belle. Ça vaut vraiment la peine. Tu vas vivre un lever de soleil extraordinaire. Tu vas sortir de la caverne de Platon et tu vas contempler le soleil. Voilà, c'est ça. C'est ça le pédagogue, le pédagogue. Et pour ça, il doit susciter un enthousiasme parce que l'élève va devoir vaincre une certaine inertie initiale. On est tous un peu fainéants à la base. Donc, on doit vaincre quand même cette paresse du début. Et ensuite, on est guidé vers un chemin qui est alors extrêmement enrichissant. Denis Meuret, un chercheur éminent, pointe du doigt un problème majeur. La relation entre parents et enseignants en France est nettement moins solide que dans d'autres pays étudiés. Alors, quels sont les ingrédients clés pour une scolarité réussie? Plusieurs facteurs entrent en jeu. La relation de la famille avec l'école, l'assistance aux devoirs, le suivi parental bien sûr, et même la qualité de la communication entre les parents et enfants sur leur vie scolaire. La pression familiale, elle aussi, joue un rôle crucial. Elle peut être un levier de réussite ou un obstacle selon la manière dont elle est exercée. Des études montrent d'ailleurs que le soutien émotionnel de la famille, notamment à travers des dialogues constructifs sur l'école, est un indicateur clé de la réussite scolaire. Mais ce n'est pas tout. Le style parental lui-même est un moteur puissant dans l'éducation. L'encadrement, l'engagement et l'encouragement à l'autonomie sont des facteurs déterminants. En France, les chiffres sont parlants. 75% des enfants bénéficient de l'aide au moins d'un parent. Et attention, le contexte social pèse lourd. Plus de 90% des parents diplômés du supérieur sont impliqués, contre seulement 65% pour ceux qui ne sont pas. Et souvent, les élèves en difficulté viennent de familles moins engagées. N'oublions pas l'impact des familles monoparentales. Comment suivre son enfant quand il navigue entre deux foyers et que les parents sont débordés? Et que dire d'ailleurs des parents qui ont eux-mêmes connu l'échec scolaire? Qui les aide à aider leurs enfants? Voilà une analyse qui ouvre des pistes de réflexion essentielles pour comprendre les enjeux de la réussite scolaire en France. Alors, mesdames et messieurs, que reste-t-il le soir après l'école? Un téléphone portable? Des réseaux sociaux? Du streaming? Des jeux vidéo peut-être? Bienvenue dans la partie de cette émission, celle où vous allez pouvoir vous dire que nous sommes des vieux réacs, opposés aux outils modernes, presque. Nous allons vous parler des méfaits des écrans et du monde digital. Pour une raison simple cependant, ces méfaits sont maintenant démontrés. Alors pour commencer, comme dirait l'autre, il y a le bon numérique et le mauvais numérique. On va peut-être commencer par le bon. Le bon numérique est celui qui modernise les apprentissages de l'école, permet d'utiliser des tablettes individuelles pour chaque élève, avec comme promesse justement de personnaliser l'éducation, de faciliter la réalisation des tâches.
Et la preuve qui a longtemps été donnée de l'intérêt de ce bon numérique est que les pays nordiques, bons élèves en éducation, justement, ils l'utilisent massivement. Sauf que le 15 mai cette année, le ministre des écoles de Suède, Lotta Edholm, a réagi en enterrant la stratégie de l'Agence internationale de l'enseignement scolaire en faveur de la poursuite du numérique présentée en décembre 2022. À l'époque déjà, la ministre avait exprimé ses doutes dans une tribune publiée par le journal Express le 21 décembre. Elle y qualifiait l'usage du numérique dans les écoles suédoises d'expérimentation et s'agaçait de l'attitude dépourvue d'esprit critique qui considérait avec désinvolture la numérisation comme bonne, quel que soit le contenu. Depuis sa généralisation des ordinateurs dans les salles de cours, le niveau des élèves a baissé selon les scientifiques. Le pourcentage d'enfants suédois de 10 ans éprouvant des difficultés à lire est passé, écoutez bien, de 12% à 19% en seulement 5 ans. Résultat, avec des pertes financières décrites comme importantes, l'éducation suédoise lâche aujourd'hui le numérique et revient au livre. En dehors de l'école, d'autres scientifiques s'alarment. Le neurobiologiste Michel Desmurger enchaîne les ouvrages avec un certain, on peut le dire, sens du titre. TV lobotomie, la fabrique du crétin digital. D'après lui, si on regarde les enquêtes les plus solides, comme celle du ministère de la Culture, il apparaît que dans la catégorie d'âge 15-28 ans, nous sommes passés en 50 ans de 35 à 11% de gros lecteurs. Ce dernier taux correspond au pourcentage de lecteurs identifiés comme avancés par le classement PISA. Plus de 70% des collégiens français ne dépassent pas le niveau, disons, basique, qui se limite à la compréhension d'énoncés simples et explicites. La cause de cette dégringolade, la pénétration des écrans récréatifs. Les journées n'étant pas extensibles, il faut, pour absorber l'allongement de nos loisirs numériques, prendre du temps ailleurs. La lecture, le sommeil et les devoirs sont des cibles de choix. En tant qu'ancien enseignant, Monsieur Fressinger est du même avis, on l'écoute. Je ne suis pas contre la technologie, mais chaque chose a sa place. La technologie est un moyen, ce n'est pas un contenu, c'est un moyen. Le contenu, il est là dans le cœur, parce que il y a le cœur qui dirige et qui est en lien avec ça. Alors que votre ordinateur, lui, non, il n'a pas de cœur. Et donc, c'est tout ça qui se joue. On est en train de créer des handicapés, quelque part, non seulement de l'intelligence, mais de la vie, en les privant de cela les premières années. Alors, laissez jouer les enfants le plus longtemps possible. Le Haut Conseil de la santé publique a d'ailleurs publié un rapport alarmant sur les addictions au digital, qui se font au détriment des apprentissages, et note une augmentation considérable de ces addictions avec le Covid et des troubles psychiques en même temps. Vous l'avez entendu, ce n'est pas joyeux. Et en résumé, ce que nous pouvons dire et ce que vous pouvez garder en tête, c'est que la baisse du niveau scolaire français relative aux autres nations est, elle, indiscutable. Cela n'empêche pas que sur certains points mineurs, elles ne suivent pas la même courbe. Les meilleurs systèmes scolaires ont comme point commun une forte exigence d'effort, plutôt qu'une bienveillance qui conduit à la sursimplification des enseignements. Une forte implication des parents, et en 3, pour certains au moins, une limitation de l'usage des écrans. Michel Desmurger rappelle que des études scientifiques montrent que quand on informe les parents, quand on leur explique pourquoi il est si important de parler abondamment à l'enfant, de lui lire des histoires, etc., l'impact, lui, est considérable. Et c'est vrai même dans les foyers défavorisés, même avec les parents qui sont en difficulté avec de la lecture et qui utilisent des livres images. Une étude a montré avec ce genre d'approche, délivrée pendant la première année de vie de l'enfant, un gain de vocabulaire de 40% en 18 mois. Et sur les autres aspects, la tendance qui considère qu'avoir de l'autorité, c'est s'approcher du fascisme, est fausse, quand il s'agit de réussite des apprentissages. Il faut plutôt s'orienter vers le goût de l'effort et de la discipline cultivée dès le plus jeune âge. Ce sont des trésors pour tout le reste de la vie. Cela permet aussi aux parents, leurs enfants, une fois devenus grands, tout simplement de ne pas devoir se dire qu'ils avaient un petit Mozart et qu'il n'a pas pu révéler tout son talent.
Voici, mesdames et messieurs, la fin de cette vidéo. Vous aurez retenu que nous avons un véritable carcan administratif qui ne laisse pas de place à l'initiative et à la prise de décision, laissant les professeurs, eux, de leur côté, dans l'impasse. Ce constat déjà préoccupant est aggravé par une relation parent-enseignant de mauvaise qualité, sans compter l'importance primordiale de veiller à ce que l'entourage familial participe activement au bien-être de l'enfant. Et enfin, bien sûr, la place préoccupante qu'occupent les écrans dans la vie des écoliers. Les initiatives scandinaves ont bien démontré l'importance de savoir les utiliser, mais tout simplement à bon escient, pas de les interdire. Espérons que la bataille engagée par le ministre Gabriel Attal pour, justement, relever le niveau de l'école porte ses fruits. Le chantier s'annonce colossal et bousculer le mammouth ne sera pas chose facile. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.